Je vous fais une vidéo rapide pour vous montrer quelques gestes du jardinier, puisque l'année dernière on avait vu le jardin vivrier ensemble et j'avais démarré la série, on va dire, et puis j'avais démarré la chaîne après la levée des pommes de terre, du maïs, des haricots. Donc vous aviez vu tout un suivi de culture dans le jardin vivrier, mais vous n'aviez pas vu la plantation et les semis. Et donc là je vais vous montrer un petit peu les gestes pour planter les pommes de terre. Et je vous montrerai également le semis du maïs. Donc ce sera une vidéo courte qui complète un petit peu tout le suivi de culture de l'année dernière. Et puis après pour la suite, donc les sarclages, les butages, etc. Vous avez tout en vidéo. Je ne pense pas refaire la même chose cette année. Je vous montrerai rapidement à quoi ressemble le jardin, mais je ne ferai pas, je vous montrerai pas le sarclage de tout ça, ça ne sert à rien, vous avez compris. Mais voilà, là c'était l'occasion de vous montrer la mise en terre. Donc là déjà on voit que j'ai ouvert un sillon avec le butoir, buteur, sillonneur, ça a plein de noms ce truc-là. À savoir qu'au préalable, la terre donc, a été travaillée avec le rotavator qu'on a reçu l'année dernière. D'habitude, je faisais ça à la houe, donc c'était quand même bien pratique cette année de faire ça au rotavator. Donc là, on est sur la parcelle où il y avait le maïs l'année dernière. Je vous avais montré, j'avais haché le maïs, ensuite j'avais broyé le maïs, j'avais déposé du fumier à l'automne, posé une bâche tout l'hiver. Ça a été débâché il y a 2 semaines, ou même pas, ouais, une semaine. Là, donc, j'ai passé mon coup de rotavateur, ce qui a permis de mélanger encore un petit peu le fumier qui restait en surface et puis les cannes de maïs qui n'étaient pas encore totalement décomposées, mais globalement, la vie du sol avait bien travaillé sous la bâche tout l'hiver. Et donc on se retrouve surtout avec une terre facile à travailler. Par rapport aux autres années, je vois, c'est très facile de faire des sillons. Les autres années, les sillons, je les faisais plutôt à la houe, en retravaillant un petit peu le sol dans la ligne de plantation. Là, cette année, c'est beaucoup plus facile. Bon, on verra ce que ça donne par la suite, parce que l'usage du rotavator, c'est avec parcimonie. Et puis on voit que j'ai mis un petit peu de cendre, mais bon, c'était un bac à cendre là, de la cuisinière sur toute la parcelle, puisque à gauche, on aura les haricots. Donc là, c'est notre troisième rang de pommes de terre et je vais vous montrer comment on plante ça. Donc une fois qu'on a notre sillon, on va essayer de planter nos pommes de terre toutes les 30 cm, 30-35 cm. Alors il y a une technique assez simple pour ça. Donc là, je plante la première du rang, hop, et moi je chose du 42-43, ça dépend des fabricants. Donc je pose mon talon là devant la pomme de terre que je viens de planter et je pose ma deuxième pomme de terre au bout de mon pied. Voilà. Alors si on est un petit peu âgé et qu'on perd l'équilibre facilement, on va faire comme ça. On met un pied, une patate. Un pied, une patate. Voilà, ça se fait très bien, pas de problème. Et puis si on veut aller un peu plus vite et qu'on est jeune, on peut faire un pied, une patate, un pied, une patate. Ça va plus vite. Voilà. Donc vous avez compris. Alors on pourrait aussi jeter la pomme de terre sans se faire mal au dos. Bon là ça dure 10 minutes, 10 minutes dans l'année, on va pas pleurer pour le fait de se baisser. La surface n'est pas suffisamment grande pour avoir mal au dos à la fin du travail. Mais le problème c'est qu'on a des pommes de terre qui sont germées. Et si on les jette comme ça, si on met notre pied et puis qu'on la jette comme ça, on a un gros risque de casser 1, 2, voire 3 germes, voire tous les germes. Et on ne souhaite pas ça, parce que l'objectif c'est de, justement, on bénéficie ici de germes qui vont se développer très rapidement, parce que là mon objectif c'est que mes pommes de terre, elles germent, enfin elles lèvent de terre très rapidement, c'est-à-dire que là dans 15 jours, je sais que mes pommes de terre vont être dehors. Parce que moi dans 15 jours, je vais être obligé de faire mon premier sarclage, puisque le champ, la parcelle aura complètement fleuri de mauvaises herbes, on aura de la mauvaise herbe partout. Ce sera le moment de sarcler, et j'ai besoin de voir mes pommes de terre sorties. Je ne peux pas sarcler avant de voir mes pommes de terre dehors. Parce que si je sarcle avant de voir mes pommes de terre dehors, je risque de sarcler sous la terre les pommes de terre. Donc je cherche vraiment à avoir des pommes de terre qui sortent rapidement. Et donc je respecte le germe, quoi. Et puis tant qu'à faire, si on a le choix, quand on voit qu'on a 2 germes comme ça au-dessus, quand on pose son plant de pommes de terre, tant qu'à faire, on met les germes vers le haut. On gagnera toujours 1 ou 2 jours. Et encore une fois, par rapport au sarclage, c'est très important d'avoir une levée rapide. Alors vous voyez, ça va quand même relativement vite.
En plus, là, je suis en train d'utiliser directement les cagettes dans lesquelles j'ai fait germer les pommes de terre. Donc on n'a pas eu énormément de manipulation avant ça, quoi, hein. On a été sélectionné au mois de mars. On a sélectionné les plants de pommes de terre et puis on les a mises à germer. Alors dans une pièce la plus froide possible et le plus au soleil possible. Ça, c'est le secret pour les plants de pommes de terre. Il faut beaucoup de lumière et le plus froid que vous pouvez. Il ne faut pas que ça gèle non plus. Donc c'est sûr que ce n'est pas, encore une fois, la meilleure position du monde. Mais voilà, ça va durer 5 minutes par rang. Donc ça dure moins d'une demi-heure par an. Donc on y arrive quand même, hein. Alors on pourrait aussi me dire, oh, ça ne sert à rien d'avoir un écartement aussi précis entre les rangs de pommes de terre. Non, hein, c'est vrai, si vous faites la récolte avec un outil traîné, hein, derrière le tracteur ou derrière un animal, et que vous sortez les pommes de terre un peu, oui, avec un outil fuisseur, quoi, on s'en fout complètement de ce respect de l'espacement entre les pommes de terre. Mais lorsque vous faites une récolte à la fourche bêche, moi je vous invite à avoir des espacements très précis, parce que sur des variétés de pommes de terre comme Charlotte ou Juliette, au moment de la récolte, il est possible qu'il n'y ait plus de feuillage. Et donc, vous ne savez pas où sont vos pommes de terre. Donc, quand vous démarrez la récolte, vous trouvez votre premier plant de pommes de terre en début de ligne. Et ensuite, si vous avez fait une plantation précise, avec un espacement précis, vous saurez exactement où planter votre fourche bêche pour le plant de pommes de terre suivant, pour la récolte, sans faire de dégâts, sans planter dans les pommes de terre. Moi, sur un champ comme ça de pommes de terre, l'année dernière par exemple, on a donc tout sorti à la fourche bêche. J'ai abîmé 5 ou 6 patates, ce qui n'est rien du tout en fait sur une telle surface, parce qu'en fait, j'arrive à visualiser au moment de la récolte où va être le plan suivant et je sais exactement où mettre ma fourche bêche. Alors pour refermer les sillons sur les pommes de terre, c'est facile, on prend un râteau, on peut prendre d'ailleurs plein d'outils. On pourrait reprendre le butoir et passer en fait à côté, ce qui remettrait la terre dans le rang. Mais voilà, avec le râteau, ça se fait très bien. Donc on fait avant, arrière, avant, arrière. Donc on essaye de mettre entre 5 et 10 cm de terre au-dessus de la patate. Voilà, rien de compliqué. Alors de la même manière, pour tracer mes sillons, je pourrais me passer d'un cordeau, hein. Vous voyez ici, j'ai mis un cordeau donc qui va jusqu'au bout. Alors sur cette longueur-là, on est obligé de mettre un piquet intermédiaire. Vous voyez là-bas, j'ai mis un piquet de parc pour les vaches, pour soutenir le fil. Parce que moi, je travaille sous le fil pour faire vraiment quelque chose de très très droit. Alors encore une fois, hein, on pourrait me dire, oh là là, t'en fais trop quoi. Mais je vous l'avais dit également, lorsque je sarcle en marche arrière. Et plus mes lignes vont être droites et plus, en voyant la ligne devant moi, je sais comment elle est derrière moi. Donc, si mes lignes sont parfaitement droites, je n'ai pas besoin de regarder derrière moi au moment du sarclage. Si je fais des lignes un petit peu à l'œil, elles ne seront jamais aussi droites qu'avec le cordeau. Et les premières années, c'est ce que je faisais, hein. Je ne m'embêtais pas avec le cordeau, mais régulièrement, avec mes pieds, j'écrasais en fait la ligne qui partait un petit peu de côté. Donc aujourd'hui, ça ne prend pas beaucoup plus de temps de faire les choses bien. Donc un petit cordeau et on va suivre le fil pour notre sillon. Donc encore une fois, on utilise ce type d'outil. Ça s'utilise dans des terres travaillées, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Elle a été préalablement travaillée au rotavator. N'essayez pas de rentrer un outil comme ça dans une terre non travaillée, hein. C'est vraiment pas fait pour. C'est vraiment fait pour sillonner une terre de jardin travaillée. Donc on y va. Voilà. Donc rien de compliqué. On suit le fil. On essaye de creuser entre 5 et 15 cm de profondeur. Pas plus que 15, ça ne sert à rien. Moins de 5, après on est un peu embêté. Voilà, donc ici on va finir la plantation des pommes de terre. À partir de là, vous avez tout, c'est-à-dire que l'année dernière, dans ce que j'avais appelé les suivis de culture au jardin vivrier, vous aviez tous les sarclages, les butages, la récolte.
vous avez toute la suite en fait de la culture de la pomme de terre. Je ne vais pas m'amuser à le refaire cette année. Alors je sais qu'un certain nombre de personnes aiment bien voir les jardins sur internet et c'est vrai que c'est très intéressant puisque ça permet un petit peu soit de s'inspirer ou voilà, ça donne des idées. Donc je vous montrerai à quoi ça ressemble en saison, mais voilà, globalement je ne vais pas vous remontrer la culture des pommes de terre, ni même celle du maïs, ni même celle des haricots, vous avez compris. Et d'ailleurs là je vais vous montrer le semis du maïs. Avant de semer le maïs, bien sûr, il faut sélectionner la semence. Donc ça, ce sont les épis que nous avions mis l'année dernière de côté, donc les beaux épis, ceux qui nous plaisaient à l'œil. Et donc on en a une caisse et on va récupérer la semence. Donc là par exemple c'est un épi sur lequel je viens de sélectionner de la semence. La semence on la prend sur la partie médiane de l'épi. Pourquoi? Parce que sur la partie là haute de l'épi, on a des grains qui sont souvent beaucoup plus petits. Donc avec moins de réserve. Donc on peut imaginer qu'ils vont avoir plus de problèmes pour germer et donner un beau plant de maïs. Et inversement, ici, en général, on dit que les épis, donc ils sont plus gros, vous voyez, et on dit qu'un gros grain comme ça, du coup, il y a, on va dire, un déséquilibre entre l'amidon et le germe, quoi. Et en fait, on a beaucoup trop d'amidon et c'est source de pourriture. Bon, alors ça, par contre, je ne pourrais pas vraiment vous le certifier. Mais on va dire que de toute façon, les plus beaux grains se situent sur cette partie-là de l'épi. Néanmoins, dans le cadre de la sélection, et si vous voulez donner plus de précocité ou moins de précocité à une variété, en prélevant ici sur le bout de l'épi, on va avoir tendance, année après année, donc si tous les ans on vient chercher sur le bout de l'épi, on va avoir tendance à avoir du maïs qui sera toujours un petit peu plus tardif. Et inversement, si on prend les grains de maïs sur le pied de l'épi, là, sur la base de l'épi, donc ils sont plus gros et on aura tendance à avoir une variété de plus en plus précoce. Alors ça s'explique parce que en fait, au moment de la pollinisation, qui dure à peu près une semaine, on va dire pour le maïs, ça peut aller un peu plus, 9-10 jours pour certaines variétés de maïs. En fait, vous avez la base de l'épi qui est pollinisée en premier et la pointe de l'épi est pollinisée en dernier. Et du coup, on peut imaginer que le pied de l'épi a été pollinisé du coup par des variétés qui étaient en fleurs à ce moment-là, donc relativement précoces. Et inversement, la pointe de l'épi qui a été fécondée, on va dire une semaine après ou 10 jours après le bas, a été fécondée par des pieds de maïs qui étaient un petit peu plus tardifs. Et on peut dire que année après année, par la sélection, on peut donner un côté plus précoce, plus tardif à une variété. Moi, je reste quand même sur la méthode traditionnelle qui est de prendre la partie médiane. Et puis, de toute façon, au champ, on fait cette sélection au moment de la récolte. Dans la caisse là qui nous sert à faire notre semence, on met des épis qui sont beaux, mais qui sont également assez précoces. Si on trouve un très bel épi, mais qui n'est pas bien formé, qui est très tardif, on ne le met pas dans la caisse. Donc on a de toute façon, on va dire, une sélection qui, année après année, devrait nous donner un maïs un petit peu plus précoce. Alors je vous montre quand même comment on procède. Donc on vient chercher cette partie-là. Donc il suffit de tourner. Alors certains épis sont faciles. Par exemple celui-là, ce n'est pas facile. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on crée une petite accroche. Donc on enlève 3 grains là avec un tournevis. Alors j'utilise un outil parce que les grains sont pointus, ça fait mal aux mains. Une fois qu'on a créé une accroche comme ça, après il suffit juste de tourner. Voilà. Et ça vient tout seul. Voilà, on va s'arrêter là. Alors nous voilà au semis du maïs. Donc là, on vient de faire 8 lignes et on va terminer sur 2 lignes. Donc je vais vous en montrer une. Le principe est le même, on va ouvrir au sillon, enfin au sillonneur, au buteur. On va ouvrir un sillon et puis on va déposer les graines dedans et on va refermer. C'est pas bien compliqué. Je vous installe sur le trépied et je vous montre ça. Donc même principe, j'ai mon cordeau qui est là et je vais suivre mon cordeau. Donc, vous l'aurez compris, je ne suis pas fait pour les jardins mandala. Alors pour le semis, c'est simple. On fait ça à la main. On a déjà essayé des petits semoirs type Wolf, les petits semoirs qu'on a dans les potagers des fois. Ça bloque, ça coince, c'est quand même pas très pratique au final. Et en fait, on n'a rien fait de mieux sur une surface comme celle-là. Encore une fois, on n'a rien fait de mieux que les mains. Donc on va semer avec les mains. Donc on fait ça le dos droit et on lâche des semences dans le fond du sillon. Et donc là, on retrouve un petit peu ce que je vous disais, c'est-à-dire d'avoir des sillons vraiment de forme triangulaire,
hein, qu'on fait soit avec des houes pointues, soit avec le sillonneur là. Parce que quand je lâche ma semence, vous voyez, si je lâche ma semence sur le côté du sillon, hop, elle est tout de suite emmenée vers le milieu. Et donc on a un auto-alignement des graines. Voilà, quand vous faites votre sillon avec des houes larges, en fait vous n'aurez pas cet effet-là et votre ligne sera plus large, quoi. Donc plus difficile à sarcler. Alors je vous ai dit, entre les lignes on a 70 cm et sur la ligne ce qu'on cherchera au final c'est avoir à peu près 15 cm d'écartement, hein, puisque c'est un maïs quand même à fort développement, il ne faut pas trop le serrer. Alors là on voit bien que j'en mets beaucoup plus, hein, on est très serré, donc on va devoir faire un éclaircissage. Alors ça c'est quelque chose que bien sûr les agriculteurs aujourd'hui ne font plus, parce que de toute façon ils ont des surfaces trop grandes pour le faire. Mais ça se pratiquait à l'époque, hein. J'ai retrouvé des textes de gens qui vivaient dans les Pyrénées et où on avait une forte culture du maïs et où petits, ces gens-là se souvenaient d'aller faire l'éclaircissage des maïs. Alors il faut savoir que nous, on travaille avec de la semence population, des variétés population qui ont une grande variabilité génétique et sur laquelle on peut encore faire de la sélection. Aujourd'hui, un agriculteur qui travaille avec des hybrides F1 ne fait pas ça parce que déjà il ne récupère pas sa semence. On connaît tous le problème des hybrides F1, donc on a une descendance qui n'est pas similaire au plan mère. Donc les agriculteurs ne ressèment pas leur récolte, donc ils n'ont pas besoin de faire de sélection. Nous, on peut le faire et il faut comprendre que l'éclaircissage, c'est déjà une première sélection en fait, puisqu'on va retirer dans 3 semaines, 3 semaines, 1 mois, on va venir retirer les plants les plus chétifs pour ne garder que les plus beaux plants espacés d'à peu près 15 cm. Voilà, donc ça c'est l'intérêt de travailler avec des variétés de population, c'est qu'on peut les adapter à notre sol, à notre climat, à nos méthodes de travail. Et donc l'éclaircissage, c'est une grande composante dans cette sélection. Et en plus, il faut savoir que la semence comme ça qu'on met en terre, il y en a toujours un petit peu, soit qui va pourrir, soit qui va se faire manger en terre, soit qui va se faire tirer par un oiseau, soit qui va se faire manger par une limace. Donc de toute façon, nous on est un peu obligé de semer un peu plus dru que le résultat final, ce que ne font pas les agriculteurs qui ont des semoirs très précis, qui déposent une graine tous les 12 cm par exemple, et en plus leur semence elle est enrobée, donc elle a peu de chances de pourrir en terre, elle a peu de chances de se faire manger par des insectes, voilà, etc. Il y a des produits pour tout ça. Donc forcément, eux, ils peuvent semer de manière très précise. Mais moi, je ne vous encourage pas à faire ça dans votre jardin, sur nos petites surfaces à nous. On peut s'amuser à revenir là, on prend... alors on va quand même prendre peut-être une heure pour venir éclaircir la parcelle. Et comme ça, on gardera vraiment les plus beaux pieds de maïs. Et on aura un très joli champ de maïs. Et on aura amélioré la variété. Et on l'aura acclimaté à notre jardin. Et c'est pareil, pour refermer les sillons, on prend le râteau, avant-arrière, avant-arrière. Alors on m'avait conseillé l'année dernière de semer dans des sillons plus profonds encore, de manière à ce que les racines coronaires que je vous avais montré l'année dernière puissent se développer vraiment au niveau du sol et arrivent facilement à venir s'ancrer dans le sol. Le problème, c'est que ça m'oblige à faire des sillons plus profonds. Et les sillons, comme vous avez vu, c'est moi qui les trace avec mes muscles, mes petits muscles et mon dos. Donc je n'ai pas envie de faire des sillons plus profonds. Mais cette technique-là, on l'essayera un jour où on fera les sillons avec un animal de trait, par exemple. Alors c'est sûr que ce jour-là, ils ne seront pas aussi droits, puisqu'on ne pourra pas utiliser le cordeau. Mais c'est pas grave, puisque derrière, on fera les binages avec les animaux. Donc forcément, là, voilà, on sera moins droit, mais on pourra semer plus profond et du coup avoir peut-être un meilleur enracinement des plants de maïs. Alors pour le semis du haricot, je ne vous ferai pas de vidéo, donc c'est pareil, hein, on ouvre avec le sillonneur, avec un cordeau, on met nos semences espacées à peu près tous les 5 cm pour le haricot et on referme au râteau. C'est pas très compliqué et si vous voulez avoir un exemple de semis de haricots, vous reprenez la vidéo sur le semis des fèves que je vous avais mis en ligne. Et c'est pareil en fait, hein, c'est le dos droit, on a les haricots dans la main et on lâche les haricots à peu près tous les 5 cm dans le fond du sillon. Et c'est exactement la même chose que dans la vidéo là, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Bon et bien du coup, on va finir la dernière ligne et puis je vous dis à la prochaine.